C'est bon, vous voyez mon écran maintenant? Oui, on voit ton écran de mon côté. D'accord, super. D'accord. Donc, bonjour à tous. Je suis, je suis Louis Kwasi. Je suis lead de la communauté TensorFlow User Group Bassam. Je suis aussi lead de la communauté GDG Bassam. Je suis aussi au niveau du GDG Cloud Abidjan et membre aussi de la core team du GDG Cocody. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Firebase, des bonnes pratiques qu'un développeur doit mettre en place pour authentifier ses utilisateurs en toute sécurité. Donc, d'abord, nous allons commencer par une définition de Firebase. Donc, qu'est-ce que Firebase? Firebase, c'est une plateforme de développement d'applications mobiles et web proposée par Google. Voilà, il s'agit d'un ensemble d'outils intégrés qui aident les développeurs à créer, à héberger, à analyser et à développer leur application en toute sécurité. Donc, voici quelques fonctionnalités clés de Firebase. Nous avons une base de données en temps réel qui permet de stocker des données. Nous avons aussi Cloud Function qui permet d'exécuter du code en réponse à des événements. Nous avons aussi une fonctionnalité qui est la notification par push qui permet d'envoyer des notifications aux utilisateurs. Nous avons aussi l'hébergement sur Firebase. Et aujourd'hui, la partie qui nous intéresse, c'est l'authentification. Okay? Gérer la connexion des utilisateurs avec des méthodes courantes telles que par mail ou sur Google ou sur Facebook. Alors, ce mot ici, signifie à la fois authentification et autorisation, d'accord, qui sont des systèmes de contrôle d'accès différents. Donc, avant d'aller plus loin, nous allons parler rapidement de ce qu'est l'authentification et l'autorisation. Donc, l'authentification, c'est quoi? C'est en fait un processus qui consiste à prouver que quelque chose ou quelqu'un est authentique, vrai ou valide. Donc, le plus souvent, ce terme est utilisé pour désigner le processus qui consiste à prouver qu'une personne qui se connecte à votre application est bien celle qu'elle prétend être. Pardon. Et l'autorisation, c'est quoi? C'est le processus qui consiste à donner la permission de faire quelque chose. Donc, le processus qui permet de donner l'autorisation à cette personne qui s'authentifie à votre application. Alors, pourquoi est-ce que vous devriez permettre aux utilisateurs de pouvoir s'authentifier sur votre application ou euh, sur votre plateforme? D'abord, pour pouvoir associer euh, des données à un utilisateur précis, pour pouvoir limiter le nombre d'utilisateurs. Donc, si vous prévoyez d'avoir que 50 utilisateurs sur votre application, vous pouvez le faire grâce à Firebase. Pour mettre aussi en place un système de contrôle d'administrateur et aussi une protection de données très efficace. Alors, authentification des utilisateurs avec Firebase. Donc, quelles sont les options qui s'offrent à nous? Nous avons plusieurs options d'authentification. Nous avons l'authentification personnalisée, nous avons l'authentification anonyme, nous avons l'authentification par mot de passe, nous avons l'authentification par lien email, ok. Nous avons l'authentification par fournisseur d'identité fédérée. Nous avons l'authentification multifactorielle. Et enfin, nous avons AppCheck. Alors, l'authentification personnalisée. Donc, si vous prévoyez ou envisagez d'écrire votre propre code d'authentification personnalisée, ça va vous prendre un temps fou et vous allez peut-être euh, vous perdre. Donc, il y a déjà Google qui offre un système d'authentification et vous pouvez en bénéficier car en utilisant un produit comme Firebase, vous pouvez vous concentrer seulement sur l'implémentation de cette fonctionnalité critique de votre application au lieu de personnaliser
vous-même un système d'authentification. Donc, Firebase offre de nombreuses options qui peuvent répondre à vos besoins d'authentification. Donc, de nombreuses applications exigent que les utilisateurs créent un compte avant de pouvoir les utiliser. Bon, ce n'est pas une mauvaise idée, c'est pas une mauvaise idée, mais bien que cela soit important, l'authentification ne doit pas toujours être un obstacle à l'utilisation. Donc, parfois, nous, les utilisateurs, on veut quand même entrer dans l'application, naviguer un peu, voir à quoi ça ressemble, si c'est sécurisé, avant de pouvoir nous engager, avant de pouvoir nous inscrire. Donc, il y a une méthode que Firebase euh, nous, nous donne, qui est l'authentification anonyme. D'accord? Donc, Firebase dispose de cette fonctionnalité-là qui permet aux développeurs d'implémenter des codes invités. Donc, il s'agit ici de Firebase Anonymous Authentication, qui est une option intéressante, d'accord, pour l'intégration des utilisateurs en attribuant d'abord un identifiant unique et temporaire à chaque visiteur, tout comme un compte invité. Donc, plus tard, vous pouvez les inviter à passer à un compte euh, nommé en se connectant à l'un des, des, des fournisseurs d'authentification Firebase. Donc, ce bout de code ici, c'est pour les applications web que vous pouvez utiliser. D'accord? Ici, on a Sign in anonymously depuis Firebase. Donc, si vous voulez utiliser ça, ce code, vous pouvez l'appeler dans votre fichier JavaScript, mais que ce soit juste tout en haut de les premières lignes de votre fichier. D'accord? Et de cette façon-là, les interactions de l'utilisateur avec votre application peuvent être associées ou attribuées à un invité. Nous avons aussi la connexion anonyme invoquée par ce qu'on appelle l'auditeur on auth state change. Donc ici, l'objet utilisé est transmis à la fonction de rappel de l'auditeur à partir de laquelle vous pouvez récupérer l'identifiant attribué à cet utilisateur anonyme. Donc, quel est ce système-là permanent entre l'utilisateur anonyme et l'utilisateur permanent? Donc, lors d'une connexion anonyme, l'identifiant de l'utilisateur est stocké, par exemple, en toute sécurité sur l'appareil de l'utilisateur dans une zone de stockage. Donc, comme comme vous vous en doutez, cela signifie qu'un utilisateur anonyme est étroitement lié à son appareil et à l'application qu'il utilise. D'un autre côté, cela signifie que l'utilisateur ne peut pas se connecter à son compte anonyme sur autre appareil. Ce n'est probablement pas parce que les utilisateurs attendent à savoir, à pouvoir accéder à leurs données dans votre application, donc quelle que soit la plateforme sur laquelle ils se trouvent. Donc, la solution ici consiste à, en fait, convertir les utilisateurs anonymes en compte d'utilisateurs permanents en connectant leur identifiant à un système d'authentification doté d'un identifiant permanent. Donc, lorsque les utilisateurs sont prêts maintenant, ils peuvent créer un compte en générant des informations d'identifiant avec le système d'authentification permanent qu'ils ont eu à choisir. Et par la suite, en utilisant la liaison de comptes, vous pouvez, en tant que développeur, transformer les invités en utilisateurs vérifiés. Donc, ici, aucune donnée n'est perdue. Donc, vous pouvez utiliser Link with Credential pour connecter les informations d'identifiant d'un mécanisme d'authentification permanent au compte d'utilisateur anonyme d'origine. Mais d'où viennent alors ces informations d'identification permanente et qu'est-ce qu'un bon système d'authentification permanent et sécurisé? Donc, l'autre option de Firebase Authentication, c'est authentification par mot de passe. D'accord? Vous avez sûrement été dans ces cas-là où lorsque vous voulez vous connecter à une application pour une première fois, on vous demande d'entrer votre adresse mail et ils vous envoient comment je vais dire ça? Un lien, voilà, dans votre boîte mail. Hein.
Donc, il s'agit ici d'un système d'authentification éprouvé et presque omniprésent qui doit être donc sûr que vous êtes la personne qui est en train de vous connecter. Donc, en tant que développeur, vous pouvez utiliser l'authentification par email et par mot de passe en important, en fait, create user with email and password de Firebase, ce qui donne l'impression qu'une seule ligne de code suffit. Mais il y a plus à faire que ça. Donc, vous pourriez avoir besoin d'implémenter tous les flux nécessaires pour rendre votre système suffisamment solide. Donc, ici, par exemple, l'authentificateur à facteur unique. En fait, l'authentification par email et par mot de passe est une authentification à facteur unique. Pourquoi? Parce que cela, cela permet à celui qui est derrière, qui est en contrôle administrateur, pardon, de pouvoir avoir le contrôle sur tout ce qui se passe sur son application. Mais malheureusement, les mots de passe seuls ne sont pas des gardiens fiables. Il y a malheureusement des pirates qui peuvent essayer d'arracher ou de deviner des mots de passe aux utilisateurs ou même utiliser des algorithmes de force brute pour les trouver. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire face à cela? Donc, si vous voulez créer un mot de passe, souvent, les gens utilisent leur date de naissance, le nom de leur chien, de leur animal de compagnie. Mais comment est-ce que les gens font pour pouvoir trouver facilement vos mots de passe? C'est que vos mots de passe, les mots de passe des utilisateurs, souvent ne sont pas assez forts, ok, sont facilement craquables ou on peut définir ça facilement. Ils sont aussi réutilisés sur plusieurs applications, hein. Donc, ne faisons pas cette erreur-là parce que beaucoup d'entre nous, malheureusement, pour ne pas oublier notre mot de passe, on utilise ça sur toutes les applications que nous avons, sur Facebook, sur Twitter, email, euh, LinkedIn, c'est le même mot de passe. Donc, ce n'est pas bien, nous devons changer cela. Et souvent aussi, on a tendance à vouloir réinitialiser ou récupérer les mots de passe ou les adresses mail. Donc, certains utilisateurs créent des mots de passe faciles à retenir, donc, ce qui affaiblit en fait la sécurité des mots de passe. Donc, en outre, certains utilisateurs utilisent le mot de passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour plusieurs applications et comptes, ce qui signifie que lorsque l'une d'entre elles l'un d'entre ces comptes est piraté, tous les comptes associés à ce même mot de passe aussi sont également piratés. Donc, par ailleurs, la mise en œuvre d'un bon processus de récupération et de réinitialisation des mots de passe peut s'avérer compliquée. L'authentification par lien email. Donc, Firebase dispose d'une option d'authentification par lien email, pas de mot de passe. Donc, laissez-moi vous montrer de quoi il s'agit. Donc, voici ici comment est-ce que cela fonctionne dans une application web. Tout d'abord, vous devez activer le lien email dans votre application, dans la console Firebase, puis utiliser le code Action Code Settings pour pouvoir indiquer à Firebase comment vous devez construire l'email. Donc, ces paramètres ainsi que l'adresse email de l'utilisateur sont transmis à ce bout de code send sign in link to email. Donc, l'utilisateur ici reçoit un courrier électronique contenant ce lien. Donc, par la suite, vous devez, voilà, enregistrer l'adresse électronique de l'utilisateur car vous en aurez besoin ultérieurement. Concernant ce code, il est un peu simplifié. Ok. Par exemple, si aucun courriel n'est enregistré dans Locate Storage, cela peut signifier que l'utilisateur a cliqué sur le lien sur un autre appareil qui devra à nouveau saisir. Mais lorsque l'utilisateur clique sur ce lien, le compte est vérifié et l'utilisateur est connecté. En outre,
L'adresse email de l'utilisateur est également vérifiée au cours du processus de connexion. Il s'agit ici d'un système d'authentification peu contraignant pour l'utilisateur et surtout, l'utilisateur n'a pas besoin de mémoriser de mots de passe. Donc, fournisseur d'identité fédérée. Vous pouvez également offrir à votre utilisateur la possibilité de se connecter à l'aide d'un fournisseur d'identité tiers auquel ils font confiance. Donc, Firebase ici dispose de ce qu'on appelle des SDK qui fonctionnent avec des fournisseurs d'identité fédérés, notamment Google SyncIn, vous avez aussi Apple, vous avez aussi Facebook SyncIn, GitHub SyncIn que vous pouvez utiliser, comme vous le voyez ici. Donc, lequel utiliser? Il est logique d'utiliser le fournisseur d'identité qui correspond le mieux à la plateforme concernée. Donc, par exemple, Google SyncIn pour Android et SyncIn with Apple pour iOS. C'est normal. Donc, gardez toujours à l'esprit que si vous prenez en charge l'un de ces mécanismes pour votre application sur une plateforme, vous devez également prendre en charge ce même mécanisme sur toutes les autres plateformes sur lesquelles votre application fonctionne. Sinon, un utilisateur qui possède un téléphone Android et un iPad risque de ne pas pouvoir se connecter à votre application sur tous ces appareils. Donc, voici un exemple d'utilisation Google SyncIn avec une application web. Cette application utilise l'option de connexion avec une redirection vers une page de connexion Google. L'utilisation d'une redirection est la méthode préférée sur tout appareil mobile. Toutefois, il convient de noter que qu'une redirection ne fonctionne pas sur tout navigateur qui bloque les cookies. Donc, heureusement, il existe des solutions qui fournissent un lien. Voici ici SyncIn with Apple dans ce bout de code. Donc, au lieu d'une redirection, ce bout de code-là utilise la version qu'on appelle SyncIn with Pop-up. Donc, il y a une exigence importante à connaître avec Apple. Si vous utilisez un fournisseur d'identité fédérée sur une application que vous voulez publier sur l'App Store, alors vous devez également utiliser SyncIn with Apple dans votre code. C'est une bonne idée parce que même si elle n'est pas obligatoire, les utilisateurs d'Apple s'attendent à pouvoir s'identifier auprès d'Apple et il vaut la peine de maintenir cette bonne expérience d'utilisateur. L'authentification multifactorielle. Si vous avez mis à jour, par exemple, votre application pour utiliser Firebase Authentication avec Identity Platform, d'autres options sont disponibles, notamment l'ajout d'une authentification multifactorielle. Donc, cette authentification multifactorielle est plus sûre que l'authentification à un seul facteur. Pourquoi? En raison de l'ajout d'un deuxième facteur difficile à intercepter, tel que le courriel ou un message texte. Donc ici, si vous avez fait l'expérience de vous connecter à une application et voilà, vous avez sûrement reçu un SMS pour pouvoir avoir un code. Donc, envisagez en tant que développeur l'option de message texte. Firebase ici prend en charge l'envoi de SMS comme second facteur. Voilà, vous avez probablement déjà utilisé cette option-là. Cependant, si vous mettez en œuvre l'option SMS, veuillez à tenir compte de vos utilisateurs. S'attend-il vraiment à ce qu'un message téléphonique fasse partie d'un système de connexion? Donc, vous devrez également prévoir un processus de modification de numéro de téléphone. Et les numéros de téléphone changent, on change constamment de numéro de téléphone et les utilisateurs peuvent avoir besoin de changer voilà, leur numéro de téléphone pour un voyage peut-être international. Voilà. Donc, en outre, il se peut que vos utilisateurs veuillent utiliser la même application sur plusieurs téléphones. Il se peut aussi que
ces utilisateurs-là utilisent l'application sur un appareil qui n'a pas de numéro de téléphone, comme une tablette ou un ordinateur de bureau. Dans ce cas, vos utilisateurs devront saisir manuellement le code reçu sur leur téléphone. Et ce n'est pas terrible, mais cela aussi peut créer des frictions. Une meilleure option ici, plus sûre, consisterait à utiliser un mot de passe à usage unique, d'accord, basé sur le temps ou sur ce qu'on appelle les TOTP, avec une application d'authentification comme Google Authenticator qui génère des mots de passe je pense, chaque 30 secondes. Donc, voyons un peu comment est-ce que vous pouvez le mettre en œuvre dans votre application. Ici, les TOTP, c'est en fait un deuxième facteur qui intervient après une première authentification. D'accord? Et ce code utilise ce qu'on appelle Sign in with email and password. Donc, si la connexion est réussie, un deuxième facteur qui n'a pas encore été mis en place est utilisé. Mais si elle échoue avec le message multifactor auth required, nous pouvons passer à l'étape suivante. Dans cette étape-là, une fois que vous avez trouvé le résolveur de TOTP utilisé, Google Authenticator par exemple, vous pouvez demander et vous pouvez lire en fait le mot de passe à usage unique de l'utilisateur. Donc, vous pouvez utiliser alors la méthode accession for sign-in du SDK pour résoudre en fait le deuxième facteur d'authentification. Et voilà, une authentification multifactorielle est hautement sécurisée. Donc, le dernier point, c'est AppCheck. Donc, encore une chose que je voudrais évoquer, il ne s'agit pas ici strictement d'authentification, mais plutôt d'un complément. D'accord? Donc, Firebase AppCheck est suffisamment important pour être utilisé et pour être considéré comme faisant partie des meilleures pratiques d'authentification. Donc, AppCheck protège en fait le backend de votre application en bloquant tout ce qui est requêtes, y compris les requêtes d'authentification et en vérifiant que le trafic provient bien de votre application et non d'une autre source. Donc, enregistrez votre application dans la console Firebase afin de bénéficier de la protection d'AppCheck. Et le meilleur moment pour le faire est avant de déployer votre application. Mais vous pouvez aussi l'ajouter à une autre application que vous avez déjà livrée. Donc, la documentation de Firebase AppCheck contient des instructions détaillées sur l'activation de l'application. Donc, vous pouvez l'activer à tout moment dans votre service backend de Firebase et même sur vos propres services backend. Donc, merci à tous et j'espère que vous aurez beaucoup d'utilisateurs à authentifier. Et assurez-vous que chaque utilisateur bénéficie d'une expérience de connexion transparente et sécurisée pour votre application Firebase. Donc, merci. Merci beaucoup à toi, Voilà. Louis. Merci pour les emojis. Wow. Bien, je voudrais, s'il y a des questions, une question maximum et le reste dans le chat. Comme ça, lors du prochain exposant, il pourra vous répondre via le chat. Mais une question, si quelqu'un veut parler. Sinon, dans le chat. Donc, vous pouvez aussi me contacter sur Twitter, LinkedIn et Medium. Voilà, j'ai mes liens là. Je vais vous répondre. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Bien, ok. Apparemment, personne n'a des questions. Super. Est-ce que notre prochain intervenant est là en la personne de Raïssa Giofak?